Alors bonjour tout le monde. La capsule web aujourd'hui va porter sur un enjeu très important pour la santé et la sécurité des personnes âgées dans les centres d'hébergement, donc des résidents. C'est le fameux enjeu de la présence infirmière la nuit. Plusieurs milieux ont des problèmes de pénurie d'infirmières, ce qui fait que des fois ils s'interrogent est-ce que ce serait pertinent, adéquat, sécuritaire, légal même de diminuer le nombre d'infirmières ou carrément d'enlever les infirmières de nuit dans les centres d'hébergement. Donc, face à ce questionnement-là, nous, on a déjà eu le même questionnement, je peux vous dire. Entre autres, on avait déjà discuté de ça, moi, Nancy Cyr, du CSS Vieille Capitale. Ce qui nous avait amené, face à tous ces questionnements-là, un peu à examiner la situation qui prévaut dans les centres d'hébergement la nuit, justement. Parce que notre angle d'analyse il était de deux ordres, c'est-à-dire est-ce que c'est légal ou pas et est-ce que c'est sécuritaire ou pas d'enlever les infirmières ou de diminuer le nombre d'infirmières la nuit en centre d'hébergement. Sur le plan de la légalité, je vous dirais qu'on n'a pas obtenu une réponse ferme, définitive, là, parfaitement définitive, que ce soit de l'ordre des infirmières ou d'autres organismes auxquels on est allé chercher l'information. Donc, on sent un petit peu d'hésitation à se prononcer à ce niveau-là. Peut-être qu'on aura une réponse dans l'avenir. L'interprétation que nous, on en fait avec les guides d'application de la 90 ou autres choses qui sont disponibles concernant le rôle des non-professionnels, c'est que sur le plan légal, il semble que ça pourrait être problématique d'avoir pas d'infirmière la nuit, même si c'est une infirmière auxiliaire ou même si elle est de garde. Je vous expliquerai tantôt pourquoi. Ça, c'est notre conclusion que je vous partage. Parce qu'il semble que dans la loi, hein, comme vous voyez, on fait une grande différence concernant les soins infirmiers, les activités réservées qui sont appliquées dans un milieu familial ou de type transitoire versus un établissement de santé. Comme on sait, un centre d'hébergement financé publiquement, qui est dans un CSS, est un établissement de santé. Et dans ces circonstances-là, toutes les activités réservées infirmières doivent être assumées par une infirmière et non par une personne d'un autre ordre professionnel ou surtout des non-professionnels. L'hésitation que j'ai sentie lorsque j'ai eu des échanges à ce sujet-là avec les autorités, si on veut, légales en la matière, c'est surtout lorsqu'on est dans des situations, comme dans des résidences, des centres d'hébergement, des anciens centres d'accueil, qui sont dans les milieux ruraux et qui a à peu près 12 ou 15, maximum 20 résidents. Alors effectivement, dans ces contextes-là, il est beaucoup plus difficile de prendre des décisions éclairées parce qu'il y a des enjeux économiques majeurs associés à ça. Mais disons que pour tout centre d'hébergement qui a plus de 75 ou 100 résidents, vous allez voir qu'à la lumière de nos conclusions, on s'éloigne un peu de la question légale, mais on se dirige surtout vers une question de sécurité. Et c'est surtout cet argument-là, dans le fond, qu'on finit par prendre notre décision. Alors, nous, on a fait une petite étude, en fait, qu'on a nommée étude descriptive portant sur les besoins en infirmières de nuit dans les centres d'hébergement. On avait fait notre première période d'observation en janvier 2008. On avait répertorié, dans le fond, en se basant sur les événements qui arrivaient la nuit, combien d'événements qui étaient catalogués, dans le fond, qu'on pouvait cataloguer comme étant des événements symptomatiques, tels qui sont en lien avec, dans le fond, la première activité réservée de l'infirmière, c'est-à-dire l'évaluation de l'état mental et physique d'une personne symptomatique. Alors, on sait que cette activité réservée-là, comme elle le dit, est réservée à l'infirmière. Donc, s'il y a des événements symptomatiques la nuit, c'est une infirmière qui doit faire cette évaluation-là. On a regardé en termes de proportion ou de fréquence, après ça on a fait des proportions, des pourcentages. Est-ce que dans le fond c'est fréquent ou pas des événements symptomatiques la nuit? Alors, on a fait l'évaluation dans 11 unités. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en moyenne, en fait, on a fait un taux. Il y a 8,6 situations symptomatiques par 100 résidents. Donc, dans le fond, on a un ratio, si on veut, de une infirmière pour 8 événements symptomatiques, si on se prenait sur une unité de médecine, par exemple, avec des états de santé instables. Les événements symptomatiques ou qui requéraient une surveillance clinique infirmière, c'était lié à des vomissements, des chutes, la douleur, des troubles du comportement avec dangerosité, la perturbation des signes vitaux, donc une hypotension, une fréquence respiratoire basse, donc qui mérite d'aller faire une évaluation, des étourdissements, des nouveaux développements d'état grippal, donc il faut évaluer pour être sûr, dans le fond,
c'est normal, anormal, la gravité de la situation, léger, modéré, sévère, c'est urgent, quel est le symptôme dominant et planifier les soins en conséquence. Donc, en février 2008, on a répété aussi l'exercice. Cette fois-là, on a dit on va aller voir dans une situation où est-ce qu'il peut y avoir des éclosions. Fait qu'on est allé encore dans 11 unités, mais parmi celles-ci, il y en avait qui avaient une éclosion de gastroentérite. Et ça le fait effectivement monter à 11,3 situations par 100 résidents, le taux d'événement symptomatique. Donc, encore là, c'est des événements qui, selon la loi, dit, écoutez, dans un contexte d'établissement de santé, c'est une infirmière qui doit aller faire cette évaluation-là pour assurer la sécurité des résidents. C'était pas mal la même chose, des vomissements, infections, chutes, douleurs, encore perturbation des signes vitaux, l'hypoglycémie, il y a eu des saignements également. Donc, ça, c'était nos premiers résultats. On a répété encore, juste pour être certain de ce qu'on faisait, en 2009, à l'été 2009 cette fois-ci. Et là, nous avons examiné des rapports interservices, entre autres pour voir ce que les infirmières documentaient en particulier. Et dans une période estivale, donc avec du personnel qui connaît un petit peu moins bien les résidents, puis bon, qui ne peuvent pas nécessairement toujours voir une perte d'autonomie subaiguë, un changement d'état chez quelqu'un qui a déjà la maladie d'Alzheimer ou autre, on est arrivé quand même à 5 situations par 100 résidents qui requéraient une évaluation infirmière, qui était reconnue en tant que telle. Donc, notre conclusion en tant que telle n'est pas tellement sur l'aspect légal, parce que je pense que sur l'aspect légal, comme je l'ai dit, il y a une petite contrainte là, sur le plan économique, mais je ne suis pas avocat, là, mais je pense que de la manière que c'est décrit ce qu'est un établissement de santé, un centre d'hébergement correspond à ça. Mais ceci étant dit, notre argumentaire repose davantage sur les événements symptomatiques. Et certaines personnes pourraient dire, ouais, mais si on a une infirmière auxiliaire de nuit, elle pourrait déterminer, dans le fond, si ça vaut la peine ou pas de voir l'infirmière, de l'amener si, par exemple, elle est de garde. Le problème avec une telle logique clinique, si on veut, c'est qu'on positionne l'infirmière auxiliaire à ce moment-là à déterminer ce qui est normal ou anormal. On la positionne aussi à déterminer si c'est grave ou pas grave, si c'est léger, modéré ou sévère. Et comme vous le savez, l'infirmière auxiliaire contribue à l'évaluation, mais c'est surtout en rapportant des éléments factuels. Elle n'a pas, dans le fond, le jugement clinique nécessaire et elle n'est pas formée pour prendre une telle décision. Ici, c'est vraiment pas pour dénigrer le rôle des infirmières auxiliaires. Ils sont excessivement importantes au rôle des infirmières, puis ils peuvent contribuer. Mais si on regarde de toute façon la mise à jour qui vient d'être faite par l'Ordre des infirmières concernant le guide d'application de la loi 90, encore une fois, on voit très clairement la définition, la caractérisation de c'est quoi contribuer. Et on voit que ça ne peut pas fonctionner dans le contexte qu'on vient de décrire avec des événements symptomatiques la nuit. Alors voilà, on vous partage nos conclusions. Ça pourra favoriser vos propres réflexions par rapport à cet enjeu-là. Pour les étudiants qui visionnent cette conférence, cette capsule web-là, ça leur permet de voir les enjeux sur lesquels on doit reposer un argumentaire. Pas dans une vision syndicale pour dire est-ce qu'on doit garder des postes ou pas, mais plutôt dans une perspective de sécurité des résidents. C'est des échanges, c'est des discussions qui peuvent avoir lieu à la direction des soins infirmiers, au CII. Nous, quand on a fait ça, on a rédigé un petit rapport pour la direction des soins infirmiers du CSSI Capitale pour éclairer leur décision. Et finalement, l'hypothèse de peut-être d'enlever des infirmières de nuit n'a jamais été vraiment avancée au CSSI Capitale, mais elle n'a même pas pu prendre forme compte tenu de cette analyse-là qu'on avait faite. Alors, merci beaucoup pour votre attention.